voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Artisans de la paix. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons vous parler de Frederick Douglass, l'un des chefs de file du mouvement abolitionniste et l'un des intellectuels les plus célèbres de son temps et aussi l'un des premiers défenseurs des droits des femmes et de l'autonomie irlandaise. Frederick August Washington Bailey est né vers 1818 en esclavage dans le comté de Talbot, dans le Maryland. Comme c'était souvent le cas avec les esclaves, l'année et la date exacte de Douglass, sa naissance, est inconnue, mais il a choisi de le célébrer plus tard, le 14 février. Douglass a d'abord vécu avec sa grand-mère maternelle, Betty Bailey. Très jeune, Douglass a été choisi pour vivre dans la maison des propriétaires de la plantation, dont l'un pourrait être son père. Sa mère, qui était une présence intermittente dans sa vie, est décédée vers l'âge de 10 ans. Défiant l'interdiction d'apprendre à lire et à écrire aux esclaves, l'épouse de Hugh Holt, titulaire de l'esclavage de Baltimore, a enseigné l'alphabet à Douglass lorsqu'il avait environ 12 ans dans le quartier. C'est en lisant que Douglass, l'opposition idéologique à l'esclavage, a commencé à prendre forme. Il lisait évidemment les journaux et recherchait autant que possible l'écriture politique et la littérature. Au cours des dernières années, Douglass a crédité l'orateur colombien avec clarifier et définir ses vues sur les droits de l'homme. Douglass a partagé ses connaissances nouvellement acquises avec d'autres personnes asservies. Loué à Williams Freeland, il enseigna à d'autres esclaves de la plantation à lire le Nouveau Testament lors d'un service religieux hebdomadaire. L'intérêt était si grand que plus d'une quarantaine d'esclaves assistaient aux cours chaque semaine. Bien que Freeland n'ait pas interféré avec les leçons, les autres propriétaires d'esclaves locaux étaient moins compréhensifs. Armés de matraques et de pierres, ils dispersèrent l'assemblée en permanence. Douglass se déplaçant entre les Olds, il a ensuite été contraint de travailler pour Edward Covey, qui avait la réputation d'être un briseur d'esclaves. Les violences répétées de Covey ont presque brisé psychologiquement Douglass. 16 ans finalement cependant, Douglass a riposté dans une scène rendue puissamment dans sa première autobiographie. Après avoir perdu une confrontation physique avec Douglass, Covey ne le battra plus jamais. Douglass a tenté d'échapper à l'esclavage à 2 reprises avant de réussir. Douglass a épousé Anna Morey, une femme noire libre, le 15 septembre 1838. Douglass était tombé amoureux de Morey, qui l'avait aidé dans sa dernière tentative d'échapper à l'esclavage à Baltimore. Le 3 septembre 1838, Douglass monta dans un train pour Havre-de-Grâce, Maryland. Morey lui avait fourni une partie de ses économies et un Marines uniforme. Il portait des papiers d'identité obtenus d'un marin noir libre. Douglass est rendu au refuge de l'abolitionniste David Rugle à New York en moins de 24 heures. Une fois arrivé, Douglass fit venir Murray à New York, où ils se marièrent et adoptèrent le nom de Johnson afin de dissimuler Douglass' identity. Anna et Frederick se sont ensuite installés à New Bedford, dans le Massachusetts, où se trouvait une communauté noire libre et florissante. Là, ils adoptèrent Douglass comme nom de mariage. Frederick et Anna ont eu 5 enfants ensemble: Rosette, Levi Henry, Frederick, Charles Redmond et Annie, décédés à l'âge de 10 ans. Charles et Rosetta assistèrent leur père dans la production de son journal L'Étoile du Nord. Anna est restée un partisan fidèle de Frederick's travaux publics, malgré les conflits conjugaux causés par des relations avec plusieurs autres femmes. Après la mort d'Anna, Douglass a épousé Ellen Pitts, une féministe de Honeoye, New York. Pitts était la fille de Gideon Pitts, un collègue abolitionniste. Diplômé du Mount Holyoke College, Pitts a travaillé sur une publication féministe radicale et a partagé de nombreux articles de Douglass. Leur mariage a provoqué une controverse considérable, puisque Pitts était blanc et près de 20 ans plus jeune que Douglass. Les enfants étaient particulièrement mécontents de la relation. Néanmoins, Douglass et Pitts restèrent mariés jusqu'à sa mort 11 ans plus tard.
Après être établi en tant qu'homme libre avec son épouse Anna à New Bedford en 1838, il fut finalement demandé à Douglas de raconter son histoire lors de réunions abolitionnistes. Il devint alors un conférencier anti-esclavagiste. Le fondateur du journal hebdomadaire Le Libérateur, William Lloyd Garrison, a été impressionné par Douglas' force et habileté rhétorique et a écrit de lui dans son journal. Plusieurs jours après la parution de l'histoire, Douglas a prononcé son premier discours devant la Massachusetts Anti-Slavery Society, convention annuelle à Nantucket. Les foules n'étaient pas toujours accueillantes envers Douglas. Alors qu'il participait à une tournée de conférences dans le Midwest en 1843, Douglas fut poursuivi et battu par une foule en colère avant d'être sauvé par une famille quaker locale. Après la publication de sa première autobiographie en 1845, Douglas se rendit outre-mer pour échapper à la reprise. Il appareilla pour Liverpool le 16 août 1845 et arriva finalement en Irlande au début de la famine de la pomme de terre. Il est resté en Irlande et en Grande-Bretagne pendant 2 ans, s'adressant à une foule nombreuse sur les maux de l'esclavage. Pendant ce temps, Douglas, les supporters britanniques ont rassemblé des fonds pour acheter sa liberté légale. En 1847, le célèbre écrivain et orateur est revenu aux États-Unis, un homme libre. À son retour, Douglas a publié des journaux abolitionnistes, L'Étoile du Nord, Frédéric Douglass, hebdomadaire, Frédéric Douglass papier, Douglass mensuel et Nouvelle Ère nationale. À New York, Bedford, dans le Massachusetts, Douglas a rejoint une église noire et assisté régulièrement à des réunions abolitionnistes. Il a également souscrit à William Lloyd Garrison, Le Libérateur. À la demande de Garrison, Douglas a écrit et publié sa première autobiographie, Récit de la vie de Frédéric Douglass, un esclave américain, en 1845. Le livre était un best-seller aux États-Unis et a été traduit dans plusieurs langues européennes. Bien que le récit de la vie de Frédéric Douglass attira de nombreux fans, certains critiques doutèrent qu'un ancien esclave sans éducation formelle aurait pu produire une prose aussi élégante. Douglas a publié 3 versions de son autobiographie de son vivant, revisant et développant son travail à chaque fois. Mon esclavage et ma liberté paru en 1855. En 1881, Douglas a publié La vie et l'époque de Frédéric Douglass, qu'il a revisé en 1892. En plus de l'abolition, Douglas est devenue une fervente partisane des droits des femmes. En 1848, elle était le seul Afro-Américain à assister à la convention de Seneca Falls sur les femmes droits. Elizabeth Cady Stanton a demandé à l'Assemblée d'adopter une résolution innocente l'objectif des femmes le suffrage. De nombreux participants se sont opposés à l'idée. Douglas, cependant, a pris la parole avec éloquence, affirmant qu'il ne pouvait pas accepter le droit de vote en tant qu'homme noir si les femmes ne pouvaient pas également revendiquer ce droit. La résolution adoptée. Cependant, Douglas entrerait plus tard en conflit avec les militantes des droits des femmes pour avoir soutenu le 15e amendement qui interdisait la discrimination au suffrage fondé sur la race tout en maintenant les restrictions fondées sur le sexe. Au moment de la guerre civile, Douglas était l'un des hommes noirs les plus célèbres du pays. Il a utilisé son statut pour influencer le rôle des Afro-Américains dans la guerre et leur statut dans le pays. En 1863, Douglas s'est entretenu avec le président Abraham Lincoln sur le traitement réservé aux soldats noirs, puis avec le président Andrew Johnson sur le sujet du suffrage noir. Président Lincoln, la proclamation d'émancipation, entrée en vigueur le 1er janvier 1863, proclame la liberté des esclaves sur le territoire confédéré. Malgré cette victoire, Douglas appuya John Fremont sur Lincoln lors des élections de 1864, citant sa déception quant au fait que Lincoln n'approuvait pas publiquement le droit de vote pour les affranchis noirs. Partout aux États-Unis, l'esclavage a été interdit par la ratification du 13e amendement à la Constitution des États-Unis.
Douglas a été nommé à plusieurs postes politiques après la guerre. Il a servi en tant que président du Freedman Caisse d'épargne et comme chargé d'affaires pour la République dominicaine. 12 ans plus tard, il démissionnait de son poste d'ambassadeur pour des objections concernant les particularités de la politique du gouvernement américain. Il a ensuite été nommé ministre résident et consul général de la République d'Haïti, poste qu'il a occupé entre 1889 et 1891. En 1877, Douglas rend visite à l'un de ses anciens propriétaires, Thomas Holt. Douglas avait rencontré Holt, fille Amanda Holt Sears, des années auparavant. La visite avait une signification personnelle pour Douglas, bien que certains lui reprochaient la réconciliation. Douglas est devenu le premier Afro-Américain nommé Victoria Woodhull à la vice-présidence des États-Unis, compagnon de course sur le billet du Equal Right Party en 1872. Nommé à son insu et sans son consentement, Douglas n'a jamais fait campagne. Néanmoins, sa nomination marque la première fois qu'un Afro-Américain apparaît sur un bulletin de vote présidentiel. Douglas est décédé le 20 février 1895 des suites d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral, peu après son retour d'une réunion du Conseil national des femmes à Washington. Il a été inhumé au cimetière Mount Hope à Rochester, dans l'État de New York. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre portrait.